Salut tout le monde, bienvenue sur ma toute première chaîne YouTube, sur ma toute première vidéo. Alors c'est quoi l'idée un petit peu, le projet? On va essayer de parler de bouquins, vous l'aurez compris, le titre parle un peu de lui-même. Ce seront pas forcément des bouquins qui sont en tête de vente à la FNAC, ce seront des bouquins de sciences humaines et sociales, des essais. L'idée générale, c'est d'essayer de comprendre un petit peu mieux certains pans de la société grâce aux théories et au point de vue des auteurs. Pour cette première vidéo, on va parler d'un bouquin qui a été écrit en 1928, ça remonte un petit peu, par Edward Bernays, qui s'appelle Propaganda, avec une préface de Norman Baillargeon. Alors qui est ce mec? Il n'est pas forcément connu, vous allez comprendre pourquoi. Il est en 1891 à Vienne, en Autriche, d'une famille juive qui, un an plus tard, va émigrer à New York. Le petit Edward va ensuite avoir son diplôme dans l'agriculture, comme son papa, mais lui va plutôt préférer se tourner vers le journalisme. Et petit détail qui aura son importance, il est le neveu de Freud. Bernays est en fait reconnu comme l'un des fondateurs des relations publiques, qu'on appelle aussi les spin doctors, ou tout simplement les conseillers en communication. C'est le mec qui travaille un peu dans l'ombre, qui peut bosser pour une personnalité politique ou une personnalité sportive, impliqué dans des scandales ou pas forcément, qui va leur souffler des éléments de langage pour maintenir ou améliorer leur image au sein de l'opinion publique. Il peut aussi bosser pour une entreprise pour qu'elle garde une bonne image auprès des gens, pour que ces mêmes gens puissent continuer à acheter ses produits ou ses services. Pour ça, il peut utiliser des arguments rationnels, par exemple payer un scientifique ou des scientifiques pour qu'ils réalisent une étude, et pour ensuite se vanter des résultats auprès des consommateurs, si les résultats sont bons évidemment, ou alors des arguments un peu moins rationnels, et notamment jouer sur nos émotions. Alors on peut retracer l'apparition de cette industrie des relations publiques à 1865, c'est vraiment le moment qui voit l'avènement d'énormes firmes, à la tête desquelles on trouve des familles ultra riches comme les Vanderbilt, les Carnegie, les Rockefeller. Ce sont des capitaines d'industrie qui détiennent d'énormes monopoles et qui, à cause de la spéculation qu'ils vont engendrer, vont commencer à provoquer des crises économiques à répétition, notamment celle de 1929. En face, on a des muckrakers, des fouilles-merdes, si on traduit. Ce sont des journalistes, l'équivalent ce sera un petit peu aujourd'hui Mediapart ici, qui vont commencer à fouiner et qui vont commencer aussi à déterrer des scandales de fraude financière, des scandales politico-financiers. Et face à ça, les firmes vont commencer à prendre conscience qu'elles ne peuvent plus agir dans le secret comme elles le faisaient, notamment à cause des nouveaux moyens de communication qui apparaissent. Le deuxième moment important, c'est le 6 avril 1917. Les États-Unis entrent en guerre malgré une opinion très défavorable des Américains. Le président Wilson va alors créer une commission, la commission Creel, qui est composée de journalistes, d'intellectuels, de publicitaires. C'est une commission qui va avoir des bureaux à l'étranger dans plus de 30 pays, qui a une section intérieure évidemment, qui a créé notamment les fameuses affiches de l'oncle Sam, I Want You for US Army, et aussi les 4 Minute Men. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des hommes en vue et respectés au sein de leur communauté, qui vont intervenir dans l'espace public. Par exemple, vous allez au cinéma et avant que le film commence, vous avez quelqu'un qui entre et qui a 4 minutes pour vous vanter l'action du gouvernement. Pourquoi 4 minutes? Parce que selon les sciences humaines et sociales, c'était le laps de temps idéal pour que quelqu'un intègre un message. Bernays, lui aussi, va intégrer cette commission. Il en dira même plus tard que c'est grâce à son succès qu'une minorité intelligente, je le cite, a pu prendre conscience de la possibilité de mobiliser l'opinion pour quelque cause que ce soit. Alors bon, Bernays n'est pas le seul à penser qu'on peut et qu'on doit manipuler l'opinion publique. Il s'inspire notamment des théories de différents auteurs comme Gustave Le Bon, Hamilton, Madison. Lui, Madison, il nous dit que le véritable pouvoir, celui que procure la richesse de la nation, doit demeurer entre les mains des êtres les plus capables, et que la première et principale responsabilité du gouvernement est de maintenir la minorité fortunée à l'abri de la majorité. On a aussi Walter Lippmann, qui est un autre auteur rattaché à ce courant. Lui dit que le public doit être mis à sa place afin que les hommes responsables puissent vivre sans craindre d'être piétinés ou encornés
par le troupeau de bêtes sauvages. Finalement, le projet est que le public ait à choisir entre des dirigeants qui présentent à peu près le même profil et qui sont en mesure avant tout de protéger cette minorité. Selon la Constitution américaine, mais c'est pareil chez nous, chaque citoyen vote pour qui il veut. Mais la dispersion des voix entre des milliers de candidats rendrait totalement inefficace le processus de l'élection. L'idée, c'est donc que les citoyens, ne pouvant pas étudier l'ensemble des questions qui touchent à la politique, acceptent volontairement que le gouvernement invisible passe toutes ces questions au crible afin de ramener le choix à des proportions réalistes. Cette idée du gouvernement invisible, c'est Bernays qui en parle le premier. Dans Propaganda, il nous dit que la manipulation consciente, intelligente des opinions et des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Alors, qui forme ce gouvernement invisible ? Il y en a pas mal pour Bernays. Il y a déjà le président des États-Unis. Il y a évidemment le Conseil des ministres, les sénateurs et les représentants élus au Congrès, les gouverneurs des États, les présidents des chambres de commerce des 100 plus grandes villes, les PDG des 100 premières grandes entreprises industrielles du pays, des journalistes, des artistes, des religieux, des financiers. Une liste contiendrait des millions de personnes, dont certains sont connus, sont des personnages publics, et d'autres sont plutôt dans l'ombre. Alors comme tout ça, ça reste un peu théorique, on va illustrer ces propos par des exemples concrets de campagnes de propagande menées par Bernays. Il faut savoir qu'au début du XXe, fumer c'était quelque chose d'assez mal vu chez les femmes, c'était associé aux femmes plutôt vulgaires, voire quasiment aux prostituées. En 1928, George Washington Hill, le président de l'American Tobacco Company, réalise tout ce qu'il perd du fait que les femmes ne fument pas et que potentiellement ça pourrait doubler son chiffre d'affaires. Il va engager Bernays afin qu'il remédie à ça, et en ces temps de contestation sociale, de combat pour plus de droits pour les femmes, Bernays va engager une dizaine de suffragettes afin qu'elles marchent le long de la 5e avenue à New York. Il va engager aussi un photographe, et à un moment précis, les suffragettes vont sortir des cigarettes et se mettre à les fumer. Le photographe va immortaliser l'instant, ça va être énormément relayé par la presse à l'époque, et grâce à ça, fumer, ça va devenir petit à petit un symbole d'émancipation de la femme, et ça va se démocratiser chez les femmes. Alors un autre exemple de campagne de propagande réussi par Bernays, un exemple un peu hallucinant, c'est celui de 1954 au Guatemala. On a à ce moment-là un président qui s'appelle Arbenz, qui a été élu démocratiquement, et qui commence à mettre en place un certain nombre de réformes sociales, notamment agraires, qui visent à redonner aux paysans les plus pauvres du pays 90 000 hectares de terre. Sauf qu'à ce moment-là, au Guatemala, il y a pas mal de terres qui sont détenues par l'United Fruit Company, une grosse firme américaine dont un des actionnaires n'est autre que Allen Dulles, le directeur de la CIA. Faut pas oublier qu'aux États-Unis, à ce moment-là, on est dans un contexte très particulier, celui du macartisme, de la peur des communistes, de la chasse aux communistes, et les Américains ont peur notamment de voir s'installer en Amérique du Sud une tête de pont soviétique, et pourquoi pas au Guatemala. La CIA décide donc de former un groupe de combattants armés de plusieurs centaines de personnes, et parallèlement à ça, Bernays va mener une campagne de propagande énorme à travers la presse aux États-Unis, qui vise à faire passer Arbenz et son gouvernement pour de dangereux communistes. L'opération de propagande, qui s'appelle Pub Success, va donc être un énorme succès. Le président Arbenz va se retrouver obligé de quitter ses fonctions, et la CIA va mettre à sa place un général banni de son pays, qu'ils ont recruté, qui s'appelle Castillo Armas, et qui va causer notamment une centaine de milliers de morts dans les années qui vont suivre. Par la suite, malgré les tentatives, aucun lien ne pourra être établi entre le président de l'époque, Arbenz, et l'Union soviétique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, faites-moi savoir si vous voulez qu'un de ces quatre, j'en refasse une. En attendant, je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous.